Hello, vous êtes débutant sur comment fonctionne un peu le web et vous voulez apprendre du coup le développement web. Alors si ça vous intéresse, on voit ça tout de suite. Hey, alors du coup, nous revoilà pour parler du coup des bases du web, hein. Si vous voulez du coup vous lancer dans le développement web, c'est des choses qu'il faut comprendre, au moins comprendre dans la globalité, pardon, comment fonctionne du coup un site internet. Alors du coup, c'est parti. Alors sur ces bases du web. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Bah du coup, je vous ai fait du coup un petit schéma qu'on va expliquer. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, voilà, je suis Mickaël, peut-être qu'on s'est déjà rencontré ou connu, du coup soit rencontré en formation, soit connu par les différents biais qu'on a sur Facebook, sur Twitter, sur le Discord qu'on a chez Certif Academy, voilà, des choses comme ça. Et j'ai pu travailler là pendant 10 ans environ dans dans le domaine informatique. Moi-même, j'ai fait mon éducation du coup à l'université d'Oxford. Et j'ai pu travailler un peu partout dans le monde, à New York, etc. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors pour le coup, les bases du web. Je vous ai fait un petit schéma et on va commencer par une version simple qu'on va après du coup complexifier. D'accord. L'idée, c'est de jamais perdre le fil et de comprendre finalement comment fonctionne cet environnement du web. Alors la première chose, dans ma version simple, ce que je vous propose déjà de savoir, c'est qu'un site internet implique habituellement trois acteurs. Le premier, c'est le navigateur, le deuxième, c'est le serveur HTTP et le troisième, c'est le serveur de base de données. Alors vous allez me dire, mais ok, waouh, il y a trois personnes là juste pour faire, il y a trois acteurs juste pour faire un site. Alors oui, alors le premier c'est le navigateur, parce que le navigateur tout le monde l'utilise. Vous avez différentes marques d'ailleurs de navigateurs, si je peux dire marques comme ça. Vous avez Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, voilà des choses comme ça. Des choses qu'on connaît et qui vont permettre du coup aux visiteurs de consulter la page internet. Vous avez le serveur HTTP et le serveur de base de données, qui d'habitude les visiteurs ne voient pas, mais ils existent pour faire tourner du coup la machinerie qui est derrière et du coup pour faire tourner le site internet. Alors il y a deux serveurs différents, donc habituellement le serveur HTTP et le serveur de base de données, et ils ont du coup, allez je vais dire des rôles distincts. Le serveur HTTP il va permettre d'implémenter des fonctionnalités, et le serveur de base de données ça va être celui qui sera en charge de stocker des données. Par exemple, si par exemple le navigateur, je sais pas, le visiteur derrière son navigateur, il s'inscrit du coup sur un site internet, celui qui va récolter et détenir du coup les données comme le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Ça sera le serveur de base de données. Et du coup, celui qui va faire, on va dire, l'intermédiaire entre le visiteur et la base de données, du coup, ça sera le serveur HTTP, c'est lui qui aura la fonctionnalité de récolter du coup les données d'un formulaire par exemple en ligne et du coup de les mettre à l'intérieur du serveur de base de données, donc le serveur BDD. Voilà. Alors, il y a des choses ici, l'exemple que j'aimerais du coup vous présenter, c'est que le navigateur par exemple, lui, il va chercher vélo sur le site, sur un site, d'accord. On va dire le site internet, c'est par exemple monsite.com ou supersite.com, bref, voilà. Le but du serveur HTTP, lui, c'est de dessiner une page, d'accord? Parce que lui, il devra donner le résultat, il devra donner une page au navigateur. Ouais. Donc, en fait, en soi, le serveur HTTP, sa finalité, c'est de fournir une page au navigateur. Donc, le navigateur, il veut chercher vélo donc, sur le site, il va communiquer avec le serveur HTTP, et le serveur HTTP, son but, c'est de lui donner une page. Voilà. Alors, quand on cherche vélo sur le site, voilà, le serveur HTTP, pour lui donner une page, il doit lui donner une page, par exemple, une page de résultats. Voilà, de tous les articles qui parlent de vélo, par exemple. Donc pour ça, il a besoin de chercher dans les données qu'il aurait actuellement, c'est-à-dire parmi toute la multitude d'articles, toutes les choses comme ça, où est-ce qu'il y a vélo à l'intérieur. Et pour ce faire, il va demander du coup à la base de données, au serveur de base de données. Et ici, vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a marqué effectivement, je te donne les résultats, d'accord? Donc les résultats, parce qu'effectivement, la base de données, elle est capable, le serveur de base de données est capable de rechercher dans toutes ses connaissances, dans toutes ses données, pour le donner au serveur HTTP pour qu'il puisse en fait ensuite dessiner sa page. Donc en gros, on a ça. En plus de ça,
tous les acteurs, attention, ne parlent pas la même langue. D'accord? Ça, c'est un problème ou pas, mais ils ne parlent pas tous la même langue. Comme vous, voilà, et moi peut-être on ne parlerait pas la même langue, je ne sais pas, d'accord? Vous connaissez probablement une langue que je ne connais pas, je ne sais pas. Et bah du coup, le navigateur, lui, il parle que la langue HTML, JavaScript et CSS. Le serveur HTTP, lui, il peut parler plusieurs langues. Alors pas que les langues que j'ai mis du coup en dessous comme PHP, Python, Node.js, et encore ça sera du JavaScript ici, mais il peut en parler d'autres également, hein. Voilà. Et le serveur de base de données, il parle le SQL ou également d'autres langages. Okay. Donc, chacun là ne parle pas forcément le même langage. Alors, il y a juste Node.js, d'accord, qui n'est pas un langage en soi, qui est plus une techno. Le langage associé, ça serait le JavaScript, associé du coup à certaines choses de Node.js. Donc, ce qui est pas mal, donc JavaScript chez Node.js, ce qui est pas mal, c'est que pour ceux qui travaillent avec le JavaScript, quelquefois ils sont plus à l'aise sur ces différents acteurs, à la fois du coup dans le navigateur, parce qu'ici du coup on retrouve le JavaScript, et s'ils décident, parce qu'on peut choisir sur le côté serveur HTTP de faire du JS, ils peuvent aussi. D'accord? Donc si vous voulez pas vous embêter plus, vous pouvez juste apprendre le JS et ça va vous permettre de taper dans le navigateur, de pouvoir communiquer avec un navigateur et de pouvoir communiquer également avec un serveur HTTP. Donc voilà. Après, je ne vous cacherai pas que sur le marché de l'emploi, il y a beaucoup d'offres, par exemple, qui vont traiter du PHP, par exemple. D'accord. Donc voilà. Donc, il y a de la communication voilà, entre ces trois acteurs et voilà comment ça se passe. Le navigateur, le visiteur derrière qui cherche vélo, par exemple, il soumet du coup un formulaire, il remplit un formulaire et il l'envoie. Et bien le navigateur, il va devoir savoir où se trouve le serveur HTTP pour pouvoir communiquer avec lui. Okay. Donc, on verra après, plus tard, comment il arrive à savoir où il se trouve. Mais supposons qu'il arrive à trouver, et supposons du coup, hop, qu'il ait du coup l'adresse IP et le port. Voilà, c'est ce qui permet d'identifier un serveur HTTP. Super. Bah, il lui dit tout simplement, écoute, je cherche vélo. Voilà ce qu'il lui dit. Le serveur HTTP, lui, son but, c'est de lui fournir une page, c'est de lui dessiner une page. Du coup, ce qu'il va faire, le serveur HTTP, c'est qu'il va essayer de communiquer avec le serveur de base de données pour rechercher tout ce qui est en rapport avec le vélo. Mais rappelez-vous, le serveur de base de données, lui, probablement, il parle que le SQL. Il ne parle pas, par exemple, le PHP ou le JavaScript. Du coup, le serveur HTTP, il devra du coup communiquer avec le serveur de base de données en lui parlant sa langue pour qu'il puisse être compris. Du coup, il lui dira quelque chose comme select étoile from résultat ou where document like %vélo %. Ça, c'est du langage SQL. Du coup, le serveur de base de données, il fait oh, ok, tu cherches les résultats là pour vélo, ok, je te le donne. Et il va lui donner en majeure partie sous forme de tableau, voilà. Donc, c'est des données brutes. C'est des données brutes, complètement brutes. Pas présentable pour le client. Non, ça serait dingue ça. Du coup, le serveur HTTP, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer ces données brutes et par exemple, pour chaque résultat, il va dessiner, je sais pas, un petit rectangle sur la page. Voilà, pour chacun des résultats. Donc, il les dessine. Voilà. À partir de ce moment-là, il a une page toute belle avec des couleurs, etc. Il peut donner sa page dessinée, du coup, en HTML et en JavaScript et en CSS. Donc c'est qu'avec ça du coup qu'on dessine une page dans le milieu du web. Et le navigateur, lui, il est content parce qu'il reçoit une page dessinée dans une langue particulière qui est le HTML, JavaScript et CSS. Et ça tombe bien parce que le navigateur, lui, il sait le lire. Voilà. Donc il lit l'HTML, le JavaScript et le CSS. Et qu'est-ce qu'il fait pour le coup? Il retranscrit à l'écran du coup la page qui a été initialement dessinée par le serveur HTTP. Voilà. Et du coup, votre visiteur qui est derrière, du coup, il est content puisque du coup, il voit la page. Et tout ça là, ça se passe en un fragment de seconde. C'est dingue. Je trouve ça dingue. C'est dingue, c'est super méga rapide ce truc. Punaise, truc de dingue. Ok, donc il faut savoir que les données, on peut les stocker du coup en serveur de base de données, c'est ce que je vous ai dit également. On peut les stocker également à d'autres endroits, d'accord? Notamment dans des cookies ou des sessions. Alors,
vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme, d'accord? Mais effectivement, les données comme par exemple un nom d'utilisateur, l'âge, des choses comme ça, on peut les stocker du coup soit en cookie, soit en session, soit en serveur de base de données. Et donc vous avez 3 espaces de stockage que vous pouvez choisir si vous devez stocker des données. Alors plus tard, peut-être dans une autre vidéo, on parlerait de ces différences-là. Mais pour vous citer, on va dire une première différence, sachez que quand un site internet du coup utilise des cookies, c'est qu'il stocke en fait des données sur le navigateur, c'est-à-dire sur la machine du visiteur. Alors que si, voilà, il stocke en fait des données dans la session, ben, sachez que du coup les données vont se retrouver stockées sur le serveur HTTP. Et enfin, si les données sont stockées en serveur de base de données, ben, ils sont tout simplement stockés sur la machine du serveur de base de données. Et voilà. Donc, vous pouvez, en plus un site, hein, en tant que développeur-développeuse, pour vous, vous pouvez stocker en fait des données sur n'importe quel acteur. Voilà. Si vous voulez les stocker chez le navigateur de client, vous pouvez utiliser ces cookies. Si vous voulez stocker sur le serveur HTTP, vous pouvez utiliser la session. Et si vous voulez stocker ailleurs, vous pouvez les stocker du coup en serveur de base de données. Voilà. Donc ça, c'est pour un peu l'écosystème complet donc, de comment voilà, fonctionne l'environnement du web. Maintenant, je vais ajouter quelque chose et vous donner une version un peu plus complète. Okay. Du coup, j'ai ajouté un autre acteur qui est le serveur DNS. Vous vous posez peut-être la question, bah tiens, comment il fait le navigateur pour cibler le serveur HTTP? Pour avoir là cette suite de chiffres qui représente un peu l'adresse postale du serveur HTTP. Eh bien, c'est grâce à un autre acteur qui est comme la poste. Vous vous rappelez les pages jaunes et les pages blanches? Eh bien ça, c'est le serveur DNS. Ce serveur DNS, il a en fait un tableau d'équivalence, voilà, entre le nom du site et son adresse précise. C'est-à-dire que ici, quand le navigateur va aller sur le site, ben, du coup, monsupersite.com, eh ben, le serveur DNS, il aura la retranscription en cette codification qui va permettre à notre navigateur de trouver le serveur HTTP. C'est-à-dire que le navigateur, quand vous tapez monsupersite.com ou quand vous cliquez sur un lien qui pointe vers supersite.com, c'est-à-dire quand le navigateur veut aller sur monsupersite.com, il va aller consulter le serveur DNS pour obtenir du coup son adresse. À partir du moment où il a son adresse, bah, du coup il peut lui dire bah, écoute, je cherche vélo. Donc c'est qu'à ça que sert le serveur DNS, si vous en avez déjà entendu parler. Il rend du coup possible cette traduction entre le nom sexy d'un site et du coup son adresse. Voilà. J'ajoute également un autre acteur. C'est un serveur SMTP. Le serveur SMTP, lui, il est capable d'envoyer des emails. Bah oui, parce que dans certains sites internet, je ne sais pas si vous voyez, il y a des sites internet qui arrivent à envoyer des emails. Alors, ce n'est pas le cas d'un serveur HTTP. Le serveur HTTP, lui, de base, il est fait pour actionner des fonctionnalités et dessiner une page pour le navigateur. Voilà, ce n'est pas non plus le rôle du serveur de base de données parce que lui, il est juste là pour stocker des données. Donc, il faut bien un autre serveur qui sache envoyer des emails. Et bien, c'est le serveur SMTP. Voilà. Donc, ici, vous avez l'écosystème un peu plus détaillé. Vous avez le serveur DNS qui permet la retranscription entre le nom sexy d'un site et son adresse pour que le navigateur puisse retrouver le serveur HTTP. Et vous avez le serveur SMTP qui est en fait le serveur qui est capable d'envoyer des emails. Avec ça, vous avez une idée plus précise de comment fonctionne le web. Ok, alors maintenant la version complète, on a ça, c'est exactement ce qu'on a dit. De base, on a le navigateur qui communique avec un serveur HTTP à condition d'avoir son adresse. Et du coup, qui va communiquer avec le serveur de base de données pour récupérer des données brutes. Le serveur HTTP récupère des données brutes. Voilà. Et du coup, traite ces données brutes pour dessiner une page en HTML, JS et CSS. Et du coup, hop, il l'envoie au navigateur qui sait parler cette langue, l'HTML, le JS et le CSS. Et du coup, il retranscrit à l'écran, du coup, la page qui a été dessinée initialement par le serveur HTTP. D'accord ? Je vous rappelle que ces serveurs-là ne parlent pas la même langue. Enfin, que le serveur HTTP parle le PHP par exemple, le Python, le JavaScript avec Node.js, le C#, voilà, n'importe quel langage, vous pouvez le configurer si vous le souhaitez.
Le serveur de base de données, il va parler le langage SQL ou encore un autre langage, une autre langue, quoi. Et vous avez également du coup le serveur DNS qui va permettre du coup la retranscription entre le nom sexy et l'adresse pour que le serveur HTTP puisse être trouvé par le navigateur. Le serveur SMTP, lui, qui est capable d'envoyer des emails. Et je vous ai mis également ici donc ce dont on a parlé, c'est-à-dire les cookies et les sessions. C'est des endroits de stockage d'informations. Vous pouvez du coup, dans votre site internet, si vous le développez, stocker de l'information chez le navigateur. Dans ce cas-là, vous allez le stocker à l'intérieur de ces cookies ou le stocker à l'intérieur du serveur HTTP. Dans ce cas-là, vous allez les stocker dans la session ou vous les stocker dans le serveur de base de données. Voilà, voilà. Voilà. Donc j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je pourrais faire une autre vidéo qui détaille du coup certains process, certains points qui peuvent être flous. Ensuite, enfin, j'aimerais terminer sur un autre point qui est, vous avez peut-être connu, vous entendiez peut-être, tiens, front-end, back-end. Mais qu'est-ce que c'est le front-end et qu'est-ce que c'est le back-end? Voilà. Alors, c'est des domaines d'application, voilà, qui séparent deux choses. Le front-end et le back-end. Et là, vous me dites, ouais, bravo, Mickaël, je savais déjà que c'était deux choses différentes. Bon, je vais être un peu plus explicite. Le front-end, c'est les personnes déjà spécialisées en front-end, les développeurs et les développeuses front-end. Ça va être les personnes qui sont spécialisées dans la production de la page. C'est-à-dire des personnes qui vont être spécialisées dans la production de la page dessinée en HTML, JavaScript et CSS. Donc, les langues qu'ils vont apprendre, c'est nécessairement, à minima du coup, l'HTML, le JavaScript et le CSS. Voilà. Les développeurs spécialisés back-end, c'est les développeurs qui vont plutôt gérer ça. C'est-à-dire partie récupération des données brutes et partie aussi traitement de ces données brutes. Donc, récupération de ces données brutes, ils vont apprendre le SQL ou d'autres langages de serveurs de base de données. Et traitement après de ces données brutes, ils vont apprendre plutôt des langages comme le PHP ou le Python ou le C# ou le JavaScript avec Node.js. Donc ici, c'est le front-end. Et ici, c'est le back-end. En tout, les personnes qui sont un peu familiers avec tout ça, là, avec tout, on les appelle les développeurs full stack. Voilà. Donc, être développeur, d'être développeuse full stack, c'est un peu le rêve de tout le monde. Si j'ai un tips à vous donner, commencez par l'un ou l'autre, front-end ou back-end. Peut-être essayer de vous spécialiser avant de devenir trop généraliste. Mais quand vous avez un niveau de connaissance et un niveau de compétence qui est correct, du coup, vous pouvez élargir votre champ de compétences. Tapez, si vous avez commencé avec le front-end, du coup, plus tard, faites du back-end. Si vous avez fait du back-end, peut-être plus tard, faites du front-end. Et après un moment, du coup, vous allez devenir full stack. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez nous rejoindre sur Discord et les poser directement ou sur Facebook ou autre. Dans les commentaires également en bas de cette vidéo. Et puis voilà, je vous souhaite bon courage et je vous dis peut-être à plus tard. Alors en fait, on n'est pas des youtubeurs, on est juste une bande de professionnels qui adorent transmettre et partager. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas soit à vous abonner, soit laissez-nous un commentaire, soit mettez-nous un pouce. On va le recevoir avec beaucoup de plaisir, ça va nous encourager. Et du coup, dans l'attente, je vous dis à très vite pour le prochain épisode.